tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'art martial le plus populaire au monde, le karaté. Et nous découvrirons la discipline à travers les yeux d'une femme, d'une grande championne, Alexandra Recchia. Elle revient tout juste d'une compétition à Dubaï et nous fait l'honneur de sa présence. Elle a même amené le soleil avec elle. Alors, interview, initiation puis opposition, c'est le programme du jour. Mais avant cela, un petit rappel historique sur le karaté. L'histoire du karaté commence il y a plusieurs siècles dans une petite île de l'océan Pacifique, Okinawa. Entre 1420 et 1430, le roi Ashisho unifie les territoires d'Okinawa et interdit la possession et l'usage des armes par crainte de révolte populaire. Cette interdiction contraint la population à trouver des moyens de combattre efficacement afin de repousser l'envahisseur. Naît alors le Kobudo. Les techniques de combat à main nue, inspirées des méthodes chinoises, furent développées et pratiquées par la noblesse. L'autre version, plus populaire, était pratiquée à l'aide d'outils fermiers. Le Kobudo à main nue devient le Toté, puis le Okinawate, puis le karaté. Avec la disparition progressive de l'aristocratie, le karaté se popularise au début du XXe siècle à Okinawa et s'exporte au Japon. Enseigné dans les universités japonaises, le karaté ne tarde pas à se propager à travers le monde. Le karaté moderne passe par la perfection du geste afin d'être le plus rapide et précis possible, tout en contrôlant sa force. C'est tout l'intérêt du kata qui consiste à simuler une situation de combat à partir de techniques de base. En 1936, le karaté devient officiellement un sport de combat et voit naître la première compétition de Gyokumite, c'est-à-dire de combat libre. Aujourd'hui, la France compte parmi les 3 meilleures nations mondiales et affiche fièrement près de 230 000 licenciés. Place au karaté moderne, nous sommes ici au Krebs de Châtenay-Malabry. C'est ici que s'entraîne l'équipe de France de karaté et nous allons tout de suite découvrir la championne. Alexandra Recchia fait partie des meilleurs éléments de l'équipe de France féminine, de par son palmarès bien sûr, puisqu'elle a été championne d'Europe, championne du monde par équipe 2 fois, qu'elle est toujours parmi les meilleures dans sa catégorie. On a détecté son potentiel assez rapidement puisqu'elle a intégré l'équipe de France tout de suite dans les catégories jeunes, c'est-à-dire en cadet. Donc on a vu tout de suite qu'elle avait un panel technique qui était très large, des qualités physiques qui étaient aussi assez impressionnantes puisque une énorme souplesse, une bonne condition physique, elle est très explosive, très rapide. Et puis avec le temps, on savait qu'elle allait progresser, qu'elle avait une marge de progression qui était assez importante. Et il faut savoir que c'est une athlète qui a un gros volume d'entraînement, qui a un gros mental aussi. Donc c'est normal ce qui se passe aujourd'hui, entre guillemets. L'objectif pour Alexandra sur un plan sportif, c'est d'essayer de doubler le titre de championne du monde individuel. Donc ça c'est à moyen terme. À court terme, le titre de championne d'Europe, parce qu'elle est déjà championne d'Europe aussi. Et je pense que son objectif personnel, son objectif de vie, c'est tout simplement d'être avocate et de pouvoir assurer son avenir professionnel par rapport à ce qu'elle a choisi de faire. Et je pense qu'elle est sur la bonne voie, elle y arrivera. Maintenant, pour ce qui est du sportif, il y a encore beaucoup d'entraînement et puis des facteurs qu'on ne maîtrise pas toujours, la blessure, la chance. Donc on verra, l'avenir nous le dira. Oui, elle est surtout perfectionniste, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, tant dans sa vie personnelle, professionnelle et à l'entraînement. Après, il y a toujours des petits doutes qui peuvent s'installer, comme chez tous les sportifs de haut niveau. Mais je pense que sa qualité, c'est d'être capable de rebondir assez rapidement. Voilà, d'être à l'écoute et de faire les bons choix. Et en fait, c'est ce qu'on demande à un athlète de haut niveau, et c'est ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau et un athlète qui n'est pas encore au haut niveau. C'est que les athlètes de haut niveau arrivent à prendre conscience rapidement de leurs points faibles, des doutes, pour mettre tout de suite en application les choses qui font faire que ça va marcher. Bonjour Alexandra. Bonjour Lucie. Alexandra, merci de nous accueillir. Ta rencontre avec le karaté, elle s'est faite comment et dans quel cadre, à quel âge? Alors j'ai commencé un tout petit peu avant 6 ans et du fait que j'étais très teigneuse et dès qu'on me cherchait à l'école, je cherchais pas à comprendre, je cognais. Donc mes parents, pour me canaliser, m'ont mis au karaté. Donc tu as toujours eu cet instinct un peu bagarreuse, compétitrice, c'est une nature ça chez toi? Ouais, totalement, c'est vraiment dans mon ADN, quoi. Je peux pas dire autrement. Est-ce que tu as su très vite finalement que tu avais du potentiel dans cette discipline?
Alors en fait, je me suis jamais posé la question dans ce sens-là. C'est vraiment devenu une passion et voilà mon quotidien. Du coup, je me posais pas de questions. Je veux être championne, je veux pas être championne. J'allais à l'entraînement parce que je me régalais, parce que j'aimais mettre des roustes aux autres, donc ça me faisait plaisir. Et c'est en quelques années plus tard, après mon premier championnat de France que je gagne, là je me suis dit ah bah oui en fait je peux devenir championne et là ça a commencé à devenir un objectif. Donc 15 ans, c'est le déclic. Ouais, c'est le déclic, premier championnat de France, un an après première convocation en équipe de France, donc voilà le chemin se met en place. Tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as intégré pour la première fois l'équipe de France? Le regard que tu portais sur cette équipe? J'étais un peu, pas abasourdie, mais moi je découvrais du haut de mes 15 ans. Il y avait déjà des grands qui avaient déjà fait des compétitions européennes et mondiales. Donc moi vraiment j'étais là toute timide, je découvrais et en même temps dès qu'on me donnait ma chance en combat, j'y allais. J'ai été opportuniste et je me suis pas mis de pression en fait. C'était vraiment le tatami, c'est mon exutoire. Aujourd'hui, tu en es là, tu es championne du monde, donc tu es une sportive accomplie. Qu'est-ce qui te pousse encore à continuer? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin pour aller t'entraîner encore en karaté? Ouais, je suis une femme de défi, je me définis vraiment comme ça. Un titre, c'est bien. Maintenant, je veux un deuxième. Si à 26 ans, j'aurais 26 ans pour les prochains mondiaux, j'ai réussi à faire championne du monde 2 années d'affilée, je me dis voilà, j'aurais fait quelque chose qu'aucune fille en karaté n'a fait dans mes souvenirs. Donc c'est voilà, marquer vraiment d'une pierre ma discipline et entrer dans la légende. Aujourd'hui, tu te vois vivre sans le karaté? Aujourd'hui, non. Non, parce que mon quotidien, c'est le travail au cabinet Capstan et mes entraînements tous les jours. Donc non, c'est vraiment un rythme de vie qui me colle à la peau et je peux pas en changer tout de suite, je pense pas. Et tu arrives à t'imaginer dans un futur lointain vivre bien tout à fait normalement, comme la plupart des gens? Oui, dans un avenir lointain avec des enfants, oui, bien sûr, mais lointain, justement, c'est ça. Comment s'organise ton planning ici au Krebs de Châtenay-Malabry? C'est simple, soit je m'entraîne le matin, notamment en prépa physique, soit je m'entraîne le soir et entre-temps, je vais au travail toute la journée au cabinet. Au niveau de la compétition, tu attaches plus d'importance au karaté, à la compétition individuelle ou à la compétition en équipe? Non, il n'y a pas de plus ou moins d'importance. Je suis une fille entière et quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour le faire à fond. Donc si je m'engage dans l'équipe, c'est pour qu'on aille au bout. Au championnat du monde, je pense qu'on l'a démontré. Sur 4 jours compète, 4 jours de victoire. Donc non, si je m'engage dans les deux, c'est pour gagner les deux. Hein. Je ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre, bien au contraire. À Bercy, on t'a vu donc combattre en équipe et tu t'es retrouvée face à des filles qui étaient beaucoup plus grandes que toi, parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids dans le combat par équipe. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est une petite catégorie? C'est encore un défi supplémentaire. Vraiment, juste avant d'entrer dans l'aire de combat, Yann, mon coach, m'a dit « Tu prendras certainement la grande ». Dans ma tête, je me suis pas dit mince, ça va être dur. Je me suis dit ouais, c'est très bien. Je vais me régaler quoi. Devant 15 000 spectateurs, essayer de mettre une rouste à une grande, montrer que le karaté justement, c'est ça qui est beau dans la discipline, c'est qu'un petit peut battre un grand. Et maîtriser le combat, c'était un régal. Vraiment, j'ai pris plaisir à faire ce combat et je le referai volontiers. On a vraiment l'impression, en fin de compte, que dans le karaté, ce qui compte, c'est la présence et surtout la rapidité d'exécution. Ouais, c'est mental aussi. Hein. C'est vraiment, si mentalement tu surpasses ton adversaire, si tu es confiant et que tu doutes pas, et que même si tu doutes, ça se voit pas, c'est crucial. C'est crucial le mental. C'est ta formule à toi? C'est comme ça que tu t'imposes? Ouais, moi c'est vraiment... Les filles le savent pas, mais je suis très très stressée et j'ai tout le temps peur. Mais tout le monde me dit mais ça se voit jamais parce que je le montre pas. Et au contraire, c'est ça qui fait ma force, c'est que les filles elles disent mais elle a peur de rien, elle a peur de rien et forcément. Du coup, c'est pour ça qu'on me craint et que ça soit grande ou petite, c'est ça qui fait ma force. Bercy, donc les championnats du monde à Bercy, c'était le point culminant de ta carrière? Alors je dirais pas que c'est le point culminant, j'espère que le point culminant ça sera à Brême en novembre, mais je dirais que c'est ma plus belle expérience sportive, quoi, que ce soit tant émotionnel qu'au niveau sportif. Tous les critères pour une belle compétition étaient réunis. Le fait qu'il y ait 15 000 spectateurs, on a vécu nos mini-Jeux Olympiques, quoi. Vraiment c'était très impressionnant et on ressentira jamais ça
au niveau émotionnel, jamais. Et on a l'impression, quand vous étiez à Bercy, que vous étiez porté par une énergie collective, tant dans votre noyau à vous de karatéka, mais aussi par le public. Tu te souviens de tout ce que tu as ressenti? Oui, tout à fait. Alors moi, je sais que j'avais fait une préparation mentale très spécifique pour Bercy parce que justement, je voulais que ça soit une force, le public, et pas un inconvénient, pas une contrainte, pas un stress supplémentaire. Et cette prépa physique m'a vraiment permis de mettre le public de mon côté, d'en faire un atout. Et justement, je l'ai vécu de la meilleure des manières et je crois que je suis une des rares filles à l'avoir aussi bien vécu et avoir mis toutes mes chances de mon côté, de ce côté-là. Devenir championne du monde de karaté, ça change quoi dans une vie? Alors moi, je pourrais dire que ça a changé ma vie. Vraiment dans le sens où je pense que sans ça, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues au niveau professionnel. Ça m'a vraiment offert une belle carte de visite et puis ne serait-ce qu'en termes de partage d'expérience, voilà, ça fait 2 ans que je donne des stages non-stop. Donc on peut dire que j'ai fructifié mon titre un maximum, vraiment. Est-ce que tu vis comme tu combats? Ouais, je peux dire ça, ouais, carrément. Je suis très très organisée, que ce soit dans mes entraînements ou au travail ou dans ma vie quotidienne. Je suis quelqu'un de rigoureux, donc je me nourris de ce qu'on me dit, de ce qu'on m'apprend, que ce soit sur le tatami ou au travail, c'est pareil. Ouais, je suis la même. Après, c'est sûr qu'au travail, je suis plus souriante que sur le tatami, mais sinon, c'est le même état d'esprit, c'est la même chose. Quand on a ton emploi du temps, est-ce qu'on parvient à avoir une vie sociale, sentimentale? Oui, je réussis. Je sais pas comment je fais, mais non, alors j'ai pas beaucoup de vie sociale, on va dire, parce que je vois pas mes amis toutes les semaines, hein, c'est compliqué. Quand je rentre à 20h, que j'ai fait 8 heures de boulot, 2 heures d'entraînement, j'ai qu'une envie, c'est voilà, de me reposer et j'essaie d'accorder beaucoup de temps à ma famille et à mon chéri. Tu es épanouie à tous les niveaux, tu es une sportive accomplie. Le challenge, oui, mais qu'est-ce qu'il te reste à accomplir? Tu comptes t'arrêter quand? Je vous avoue que les championnats du monde, là, c'est vraiment mon objectif ultime parce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doubler, ça serait magnifique. Quoi. Vraiment, là, je marquerais le karaté. Donc, mon objectif, j'ai plus un double objectif là, c'est vraiment réussir le concours d'avocat et en même temps faire championne du monde. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun sportif de haut niveau qui pourrait dire, voilà, la même année, j'ai réussi les championnats du monde et le concours d'avocat. Ah, ça serait ma plus grosse fierté. Merci Alexandra. On va peut-être passer à l'initiation maintenant. Allez, on passe au concret. Allez, let's go. Alors Alexandra, nous y voilà. Donc on va faire le point peut-être sur les équipements dont on a besoin pour commencer le karaté. Donc tout novice a besoin de quoi? Alors le minimum, c'est d'avoir au moins des gants. D'accord. Puisque au début, on ne va pas nécessairement appuyer les techniques de jambes quand on apprend, quand on est dans l'apprentissage. D'accord. Le minimum, c'est les gants. Alors tu vas prendre les bleus, d'accord? C'est très léger. Ouais, c'est léger. Et le kimono est obligatoire, j'imagine? Oui, aussi. bien sûr. Donc le kimono, ne faites pas comme moi, c'est un XXL, mais on est bien confort, c'est plutôt pas mal. D'accord. Donc voilà, une fois qu'on a mis les gants, et si on veut faire de la compétition, il faut obligatoirement des protège-tibias et des protège-pieds bleus et rouges, puisqu'il y a deux adversaires, et pour que les arbitres puissent identifier qui marque, eh bien, il y a 2 couleurs différentes. Donc c'est pas compliqué. Hop. Le plus pratique, c'est d'abord de mettre les protège-tibias. Évidemment. Voilà, on est quand même assez bien protégé, mais bon, c'est aussi la volonté de la discipline, c'est vraiment de ne pas nuire à l'intégrité physique. Donc on se protège un maximum. C'est bon, t'es équipé. Et là, normalement, je suis prête pour la compétition. Il faut aussi un protège-dents. Un protège-dents. Pour les seniors. Et les enfants, ils ont un plastron et un casque. Voilà. D'accord. Ensuite, les règles de base en combat, combien de temps dure un combat finalement? Alors pour les filles, c'est 2 minutes, pour les garçons, c'est 3. Après, tout ce qui est finale et médaille de bronze, donc place de 3 pour la médaille de bronze, c'est 3 minutes pour les filles et 4 pour les garçons. D'accord, donc il n'y a qu'une seule reprise? Oui, c'est ça, il n'y a qu'un round. Les règles du jeu, c'est quoi? Comment est-ce qu'on gagne un combat? Alors le but, c'est d'aller toucher le plus vite sans se faire toucher. Coup de poing visage, c'est 1 point. Tout ce qui est technique de jambe à la tête, c'est 3 points. Au corps, c'est 2 points. Et après, tout ce qui est balayage, donc ou corps à corps enchaîné, suivi au sol, c'est 3 points également. D'accord, donc voilà. ce qui Plus la technique est spectaculaire, plus les points sont nombreux.
D'accord. Et la technique, quels sont les critères pour réussir à la passer? Parce qu'on voit souvent des échanges de coups, mais ils ne sont pas tous validés. Comment on valide? Alors il faut que la technique soit bien exécutée. Hein. Si on fait un crochet au lieu que le bras soit droit, soit linéaire, c'est pas validé. Donc il faut que la technique soit bien exécutée. Il faut que ça soit dans le timing. Et il ne faut surtout pas tourner la tête. Il faut toujours garder le regard, le contact visuel. On voit souvent aussi en combat les arbitres qui interrompent le combat pour repositionner les karatékas au centre. Ça veut dire quoi? C'est que soit il y a eu une action, un arbitre a levé les drapeaux et finalement le point n'a pas été validé puisque le nombre de drapeaux requis n'a pas été donné. Soit il y a eu une technique dangereuse, le partenaire a visé à côté. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme technique dangereuse, donc il va prendre une sanction. Soit on sort de l'aire de tatami et dans ce cas-là, c'est pareil. L'arbitre, il nous arrête, il nous recentre et il donne la sanction. D'accord. Et donc à chaque fois qu'on remporte un point, qu'on place une technique, là, on vous replace aussi au centre. Exactement. Donc c'est comme en judo. Exactement. Et quand vous sortez du tatami, là, par contre, il n'y a pas de pénalité? Si, justement, c'est ça. Quand on sort de la zone rouge, c'est une sortie. Au bout de 4 sorties, on est exclu. D'accord. C'est comme au bout de 4 contacts, on est exclu également. D'accord. Donc, en fait, il y a des catégories 1, catégorie 2. Catégorie 1, c'est tout ce qui est contact, touche au visage. Donc là, s'il y en a 4, on est sorti. Et catégorie 2, c'est tout ce qui est donc sortie de l'aire tatami, technique dangereuse. Et si on pourrit un peu le combat en accrochant l'adversaire, on n'a pas le droit en fait. C'est considéré comme l'anti-jeu. Donc voilà, c'est sanctionné également. Mon autre question, c'est vous combattez en équipe par moment et donc on ne tient pas compte des catégories de points. Donc ma question c'est, la frappe, elle est adaptée ou... Bien sûr, bien sûr. On est censé maîtriser peu importe l'adversaire qu'on a en face de nous, qu'il aille vite, qu'il soit grand, petit, gros, maigre. Donc quoi qu'il arrive, au karaté, il faut savoir se maîtriser. Et là est toute la difficulté. D'accord, donc les coups ne sont jamais portés pleinement à pleine puissance? Non, alors le but c'est pas d'allumer l'adversaire et de le faire tomber KO. Voilà. Donc certes, il y aura des touches, donc les arbitres sont tolérants quand il y a une touche, même si c'est un grand qui touche un petit, c'est normal. D'un côté, quand on s'aligne par équipe, on prend aussi le risque, on est conscient du risque qu'on prend d'avoir des touches plus importantes que dans nos catégories. On l'admet, les arbitres l'admettent, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr que s'il y a du sang, le nez cassé, la mâchoire, là ça passe pas. Il y a des pénalités pour ça? Oui, bien sûr. On a fait le tour des règles du jeu. Je pense que maintenant on va pouvoir passer à l'initiation de 3 techniques fondamentales que toi tu estimes fondamentales et à ta petite favorite. Bon, très bien, allez. C'est parti. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a une garde déjà en karaté? Oui, bien sûr. Donc, le bras avant est fondamental, c'est celui qui va nous protéger des éventuelles attaques qui vont venir en face. Après, le bras arrière, il reste surtout au niveau du ventre pour pouvoir remiser derrière une fois qu'on a bloqué. Donc le bras avant qui est très haut, qui protège le visage, et le bras arrière qui est au niveau du corps, prêt à remiser. Voilà. D'accord. Donc technique fondamentale. On va commencer donc, par le coup de poing justement, le bras arrière qui s'appelle Gyakutsuki. Donc il faut passer la hanche. On est vraiment sur un travail d'allonge. Petit déplacement sur l'avant, on allonge. Gyakutsuki, très très simple. D'accord, j'ai juste une question. Oui. Tu as vraiment la tête en l'air. Est-ce que tu t'exposes pas à un contre? Mais non, justement, parce que mon visage reste loin. Et au pire, si ton bras avant démarre, moi je peux bloquer. D'accord, voilà. Donc il y a une parade technique. C'est pour ça que le bras, il faut qu'il reste ici. Il ne faut pas qu'il revienne ici. Il faut vraiment qu'il reste devant. Comme ça, si au cas où ça revient, c'est pas grave, je peux au moins bloquer. Voilà. Alors, donc le buste est très droit. Voilà, et on passe la hanche. Très bien. C'est comme ça? Parfait. D'accord. Très bien. Et là, admettons, tu me mets une remise, que je vois un petit peu. Bam, tu bloques avec le bras avant. Comme ça, en ressortant. Oui, en même temps que tu ressors, tu bloques. D'accord. Transfert de poids en fait. D'accord. Vas-y. Voilà, très bien. D'accord. Bon, alors ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ça, c'était le Gyakutsuki. Gyakutsuki. Maintenant, on va enchaîner, d'accord? Parce que c'est plus sympa quand même. Donc pareil, on va faire le Gyakutsuki ici. Et si tu y arrives, on va faire le Uramawashi. D'accord? Alors, montre-moi. Alors, c'est le coup de pied dont je te parlais, c'est mon spécial. Ici, on vient, avec la jambe avant, venir toucher la tête. D'accord. Alors. Bam. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ouais, mais j'ai pas trop d'équilibre. Bah, c'est difficile. Je vais réessayer. Allez. Comme ça? Très bien. Bon. Mais j'ai un problème d'équilibre. Mais ok. Comment est-ce que je fais pour lutter contre ce problème d'équilibre? En fait, il faut réussir à avoir le genou
plié Ah. et pas tendu. C'est ça qui fera que tu auras l'équilibre. Parce que D'accord. tout ton poids du corps, il faut que tu aies le buste vers l'arrière. C'est ce qui va créer un équilibre entre ta jambe qui est vers l'avant et ta jambe ici d'appui qui est tout droite. D'accord. C'est compliqué. Hein. Puis un peu de souplesse, c'est pas mal aussi. Oui, ça aide un peu, c'est vrai. Alors, on va le refaire encore Allez. une fois. Donc, Gyakutsuki et Uramawashi. Oh, Pas oh, mal. je t'ai c'est juste un pas peu mal. loupé, mais- Non, mais c'est bien. Le geste est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une combinaison qui ressort souvent en combat. Oui, oui, exactement. Soit on fait point-pied ici, Mawashi, soit on fait Uramawashi, puisqu'en fait, Uramawashi permet de mieux nous protéger sur l'arrière. D'accord. Il y a la jambe vraiment ici qui gêne. Donc on est vraiment beaucoup plus protégé que sur un Mawashi où on s'expose ici de ce niveau-là. D'accord. On va essayer le mawashi aussi du coup. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas fort, ça va, t'inquiète pas. Ok. Technique bien. numéro 2 peut-être. Allez. 3. Alors, c'est qu'on va suivre, c'est-à-dire que derrière le Uramawashi, je vais venir me placer ici volontairement pour pouvoir te Ah faire ouais. chuter et enchaîner sur un 3 points. Ah, pas mal. Tu vois? Puisque en fait, il faut toujours partir dans l'idée que si ma technique elle n'est pas passée, faut pas que je perde l'opportunité. Au contraire. Le Uramawashi n'est pas passé, c'est pas grave. Je suis placée ici pour pouvoir passer mon balayage et saisir l'opportunité que j'ai manquée juste avant. Ouais. C'est cette optique-là. Alors, tu vas me la décomposer cette technique. Allez, Gyakutsuki, Uramawashi pareil, sauf que tu vas te placer derrière ici. Derrière Tu la vas jambe. bien te coller à moi. Et donc là, Et tu as le droit de ici- m'accrocher. Ouais, mais il faut que ça aille très vite. D'accord. Bon là, le but c'est pas d'aller vite, hein, c'est de faire mouvement. Et ici, je t'emmène avec moi tu et frappes au j'enchaîne au corps. Ok. Voilà. Bon, alors il y a Allez, un on peu va aller doucement. Il y a un petit peu plus de complexité. Alors, la garde déjà, première chose. Très bien. 1, 2, on vient vite se placer, très bien. Ouais, c'est pas mal comme ça. Franchement, c'est bien. Ouais, Tu par piges rapport au vite. combat. Ah bah, C'est intéressant comme technique, mais alors ça demande de l'automatisme. de Ça m'étonnerait l'automatisme que... et de l'entraînement, faut Ouais. bien se placer, mais bon, j'allais pas te faire un truc tout simple, c'est pas rigolo. Est-ce que tu as une autre technique, une petite favorite ou... Bah, la favorite, on l'a fait, c'est le Uramawashi. D'accord. Après, on peut faire un autre coup de pied qui est sympa, c'est le Ushiro. C'est un coup de pied retourné où là, en fait, vraiment, c'est le regard qui prime. D'accord? Le regard. Bah, c'est-à-dire que pour pouvoir bien viser, si tu regardes devant le regard des mains, c'est D'accord. compliqué. C'est-à-dire qu'au moment où tu te tournes, tu as le regard qui est direct ici. Et D'accord. tu pousses. Mais là, je vais prendre le pao, comme ça tu vas pouvoir te lâcher un petit peu. T'inquiète. D'accord? Donc en fait, tu te déplaces ici. Mhm. L'idée, c'est de déplacer la jambe avant, bien se positionner, ouvrir la hanche, le regard, et après, on allonge tout droit. D'accord. Alors, je me décale Dépla- légèrement. Ouais, Je me regarde-moi. Ouais, Comme ça. super, très bien. Donc, décalage. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Ok. c'est pas mal. Bon. Tu penses que je suis prête pour un Un combat petit combat? Ouais. Allez, on va essayer, ça va être marrant. Allez, on y va. Allez, saluez. Hajime. Je débute le combat avec une idée reçue. J'étais persuadé Jamais. que les coups n'étaient pas appuyés. Finalement, avec la vitesse d'exécution et la précision d'Alexandra, les coups Jamais. s'avèrent très explosifs et donc très secs. Je me fais surprendre à plusieurs reprises. Yame. Dans d'autres sports de combat, celui qui finit l'échange remporte le Adieu. point. Mais en karaté, il s'agit d'une autre logique. C'est la première qui place un coup net qui remporte le point. Et il n'y a pas de réponse derrière, Bien, parce mais- que l'arbitre Adieu. interrompt le combat et nous renvoie au centre du tatami. Vous ne pouvez qu'être frustré de ne pas répondre à ces attaques. Alexandra est hargneuse et oppressante. Elle ne laisse aucune parcelle d'expression à ses adversaires. Yame. Hajime. Je tente d'établir des stratégies, mais grâce à sa vivacité d'esprit et son expérience, Bien, mais- elle anticipe toutes Vas-y. les actions. Hajime. Ce sport nécessite une concentration absolue Bien, mais- et une vivacité d'esprit. Hajime. Tout va très vite.
Une seconde d'inattention et l'adversaire nous vole un point sans même que l'on s'en rende compte. Et du B. Le combat est très court, 2 minutes de combat, soit 2 minutes intenses de concentration. C'est ce que je retiendrai du karaté. Allez, salut. Merci Alexandra. Eh ben, c'est impressionnant. Elle est hyper explosive. Et là, c'est vraiment un sport où on sent qu'il faut être le premier et être très efficace, percutant. Une belle discipline. Je comprends la popularité mondiale de ce sport. C'est intéressant. Le bagage technique, ça ne s'invente pas, ça se répète. Clairement, on voit que tu l'as travaillé depuis des années. On va se quitter. Je vous propose de vous retrouver pour le prochain épisode de Face à Face, évidemment, toujours plus de champions à rencontrer. Merci Alexandra pour ta disponibilité. Merci Yann. Merci. Et puis nous, on va repartir pour une petite minute encore de combat. Allez, c'est parti. Allez, gardez la forme.